Des pieds de tomates à quelques mètres de l'un des plus beaux hôtels-restaurants de luxe de Cognac. Une source d'inspiration pour le chef cuisinier. C'est surtout un garde-manger qui évolue au fil des saisons et c'est ça qui est extraordinaire pour nous, c'est de voir aujourd'hui, début juin, nos tomates qui sont en terre et de les voir grandir. Et on sait que d'ici 8 semaines, on aura quelque chose. Donc ça, c'est chouette. Un garde-manger grandeur nature, en pleine construction, et surtout un décor privilégié pour ces futurs horticulteurs. Des élèves en CAP agricole, venus de l'agrocampus de Saintonge, la plupart en reconversion professionnelle. C'est une belle opportunité que nous offre la formation de pouvoir travailler dans ce beau cadre. Là, j'avais surtout envie de faire un métier plus manuel, plus près de la terre et plus enrichissant en termes de résultats. Ça fait partie d'expérience en plus, quoi. Et c'est cool comme projet aussi. Un projet vertueux entre ses stagiaires, l'établissement hôtelier et une entreprise d'aménagement paysager. Le but, mettre en avant un métier qui, visiblement, a de l'avenir. Que ce soit dans l'horticulture, on aura toujours besoin de légumes demain, que ce soit dans le paysagisme ou dans l'environnement, la végétation, elle pousse. Elle pousse constamment, on a besoin d'entretenir et aujourd'hui on replante, on recrée des jardins. Aujourd'hui on est en souffrance dans le milieu, on pourrait embaucher sur notre entreprise une dizaine de personnes sans problème. En attendant la récolte des premiers légumes, le chef puise son inspiration dans cet autre jardin dédié aux fruits et aux aromates, de la terre à l'assiette pour de belles pâtisseries. Cette question à présent, faut-il partir loin pour déconnecter et profiter pleinement de ses vacances? Eh bien, pas forcément. Parfois, quelques kilomètres suffisent. Exemple avec un couple qui a choisi de passer l'été à un quart d'heure de chez lui. Pascal Foucault et Augustin Guillot. Dernière vérification dans l'appartement. Suzanne et Bernard s'apprêtent à quitter leur domicile de Royan. Pour ce couple de retraités, c'est le grand départ. Oui, grand départ en vacances, mais à 12 km. Pas de train à prendre, ni d'avion. C'est en voiture qu'ils se rendent sur place au terme d'un voyage de 20 minutes. Alors là, on va à Méché, on va pas tarder à arriver. Et c'est ici, dans ce terrain de camping, que le couple va passer les 4 à 5 prochains mois. Son mobil-home de 42 mètres carrés avec terrasse couverte est entièrement équipé. Un havre de paix idéal pour passer l'été et rompre avec les habitudes du quotidien. On a l'appartement un peu cocooning pour l'hiver. Et ici, on profite de la chaleur, de l'été, du soleil, de la mer également. Jacques et Suzanne ont acheté ce logement en 2017. C'était peu de temps avant de quitter le Havre où ils vivaient et de venir s'installer à Royan. Et c'est précisément parce qu'ils habitent désormais juste à côté qu'ils ont choisi de conserver ce pied-à-terre pour leurs vacances. Parce que 600 km à chaque fois pour venir, on venait pour 5 mois, 6 mois, mais dans la mesure où on pouvait gérer tous les problèmes de santé liés à l'âge. Comme toutes les personnes qui vieillissent, on a besoin de quelques suivis thérapeutiques, quoi. Donc voilà. Là, c'est la bonne formule. C'est la bonne formule. Ouais. Une formule idéale même pour ces vacanciers qui n'hésitent pas durant leur séjour à quitter leur lieu de villégiature pour rendre visite à leurs enfants ou à des amis. Bref, de vraies vacances à géométrie variable. C'est un job dating particulier qui s'est déroulé aujourd'hui à Poitiers. Des demandeurs d'emploi et des employeurs se sont rencontrés via des jeux sportifs et de façon anonyme. Une initiative originale testée par une centaine de personnes. Stéphanie Vino et Luc Barré. Allez, c'est parti, on continue. Des activités très sportives mais aussi très ludiques. Et personne ne sait qui est qui. Ah, c'est bon, c'est validé, super. Les recruteurs, les demandeurs d'emploi, suspense. On va découvrir après qui va être le recruteur et puis on va se dire « Ah, vous avez participé à un jeu avec nous ? Ah, ben on est surpris, ben on est content et puis ben, on verra bien et on verra après par les suites si ça fonctionne pour l'emploi. » Des ateliers pour travailler la cohésion de groupe avec le sourire jusqu'aux oreilles. J'aime bien le sport déjà et puis on essaie de trouver un boulot. Ça fait déjà 3 ans que je n'ai pas d'emploi. Ça permet en fait de mettre de côté les a priori des fois qu'on peut avoir et ça permet de voir aussi les talents en fait des potentiels candidats qu'on peut avoir. Et alors, vous avez déjà repéré du monde ? Non, pas du tout, là je m'amuse.
On verra après. Mais ouais, j'ai repéré quand même des gens qui sont tenaces. Et puis, arrive l'heure de lever l'anonymat. 14 entreprises sont là. Je vais appeler également Chloé pour SPI Facilities dans le secteur du bâtiment. Centre d'appel, industrie, service à la personne, le job dating peut commencer, mais sans pression. On crée des échanges beaucoup plus nourris que ce qu'on peut connaître dans un format plus classique où les barrières souvent ne sont pas levées rapidement. Bien là, les barrières se lèvent, la confiance est déjà créée et donc on va plus loin dans les échanges et on aboutit souvent à une perspective de retour à l'emploi. Lors de cette session, entre 30 et 40 postes étaient à pourvoir. Lui aussi a fait du sport un élément essentiel de sa vie. Nous accueillons ce soir dans ce studio un double recordman du monde du 5 et 10 km sur route dans la catégorie parathlétisme T35. Bonsoir Erwan Olivier Renaud et félicitations. Alors T35, c'est la catégorie des athlètes qui courent avec un lourd handicap. Samedi dernier, près d'Angers, vous étiez tous seuls sur la route, vous étiez très encouragés pour battre et même exploser le dernier record. Dites-nous ce que vous avez explosé. Tout seul sur ce record-là et accompagné de 4 accompagnateurs pour me protéger, vu la complexité de mon handicap et être entouré sur le parcours pour être en toute sécurité. Et c'était une course difficile comme j'ai jamais vécu. Ah, vous l'avez fait en combien de temps? En 1h15 secondes. 1h15 secondes, et le dernier record c'était 1h27 et 8 secondes. Oui, quand je disais exploser, c'était vraiment le terme. Alors vous êtes plutôt un habitué des courses courtes sur les 100 mètres, 400 mètres, 200 mètres. Est-ce que celle-là, ça a été difficile? Oui, celle-là était la plus difficile de tous. Je donne par exemple que je me souviens plus des 2 derniers kilomètres de mon arrivée, par manque de lucidité et d'énergie aussi, lié à la pathologie lourde de l'handicap neurologique. Mais j'imagine que vous êtes entraîné, vous n'êtes pas fait du jour au lendemain, vous n'avez pas fait 10 km, donc c'est le résultat d'un long entraînement aussi? Oui, c'est un résultat de 2 ans d'entraînement et de concrétisation sur ce chrono-là. Alors, ce record, c'est une consécration, mais après un mois de folie, littéralement, vous avez amassé des médailles. Racontez-nous. Tout a commencé il y a 3 semaines avec un meeting de Marrakech où j'étais simplement invité pour montrer la catégorie de handicap la plus lourde. Et je repars de Marrakech avec 4 médailles et le titre de meilleur athlète du meeting de Marrakech international qui a lancé cette épopée, qui a emmené jusqu'au 10 de samedi et qui emmènera, je l'espère, jusqu'au 13-14 juillet mes championnats de France en e-sport. Oui, parce que là, ce record du monde, c'est une super victoire, mais ça ne vous qualifie pas pour les Jeux paralympiques. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il me reste plus qu'à redescendre mes chronos du 200 mètres et du 100 mètres pour accéder probablement à la sélection paralympique des Jeux à Paris. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez... qu'est-ce que vous ressentez depuis un mois avec toutes ces médailles qui tombent de partout? Je vais te dire, je suis sur mon petit nuage parce que ça fait des années que je cherchais à atteindre ce but-là avec des difficultés. Et l'atteindre au moment où je m'y attends le moins, où ça tombe comme ça, on va espérer que la vague continue jusqu'au mois de juillet et va m'emmener jusqu'aux Jeux para. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Erwan Olivier Renaud, d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous connaissez Bruno Enzo? Non, pas forcément, il n'est pas très connu et pourtant c'est aussi un sportif en situation de handicap. Et ce soir, ce nageur charentais va tenter de traverser la Manche à la nage, un exploit qui va débuter à la nuit tombée. Et je vous renvoie sur notre site internet pour retrouver les reportages consacrés à vous, Erwan, et aussi à Bruno Enzo. C'est un animal très à la mode ces temps-ci, l'âne miniature. Et en Dordogne, une éleveuse en a fait sa spécialité. Elle est installée dans le Périgord vert. Florian Rouliès et Pascal Tinon sont allés à sa rencontre. 9h du matin, l'heure du petit déjeuner pour Pac-Man. Bon appétit! Ne vous fiez pas à sa petite taille, Pac-Man est bien adulte, fier représentant et mâle reproducteur de la race des ânes miniatures américains. Il n'y a pas de taille minimum, mais il y a une taille maximum qui est de 91 cm. Voilà. Alors c'est une race qui n'a pas été génétiquement modifiée. À la base, c'est une race naturellement petite qui vient de Méditerranée.
Après avoir élevé des ânes classiques dans le Sarladais, Eve Kastner a eu le coup de foudre pour cette race popularisée entre deux guerres par un éleveur américain. J'ai trouvé un peu par hasard sur internet l'âne miniature et j'ai eu la chance de rencontrer une éleveuse qui déménageait dans le sud et qui cédait une partie de son troupeau, et c'est comme ça que j'ai pu acquérir mes premiers ânes miniatures. Donc j'ai commencé avec 4 femelles et 1 mâle reproducteur. Et donc j'ai eu mes premiers ânes en 2014 et les premières naissances en 2015. Aujourd'hui, l'asinerie de Bogary compte entre 6 et 10 naissances par an. Une grande famille pour ces animaux devenus très tendance, notamment depuis que l'acteur Pierre Ninet s'affiche avec le sien sur les réseaux sociaux. Bon, j'ai craqué. Je voulais un cheval, puis je voulais un chien, puis... Mais malgré ses airs de grosse peluche, l'âne miniature a de réels besoins et ne doit pas être acheté sur un coup de tête. Le critère le plus important, c'est qu'il soit pas seul. Voilà, il faut qu'il ait au moins un copain âne ou un poney, un mulet. Il faut compter environ 3500 m² pour 2 ânes miniatures et un abri très important parce qu'il déteste la pluie. Côté tarif, comptez entre 3 et 5 000 € pour un animal. Des amis aux grandes oreilles qui vivront à vos côtés entre 30 et 40 ans. Et si vous aviez un trésor caché dans des cartons au fond d'une armoire sous la forme d'un petit timbre? À Angoulême, pendant une journée, des experts ont évalué les collections de timbres de particuliers. Reportage de Morgane Jacob et Cécile Landé. C'est des timbres qui sont très jolis, qui sont gravés. C'est remarquable. Il ne faut que quelques minutes à l'œil expert du philatéliste pour évaluer des centaines de timbres. Une collection comme ça vaut entre 100 et 150 €. D'accord ? Moi, j'y connais rien, que ça me prend de la place, que je voudrais bien m'en débarrasser, c'est tout. Tout au long de la journée, de potentiels clients se succèdent. Vous les avez déjà fait expertiser ou pas ? Non. Alors, on va regarder ça, c'est super, on va tout sortir. Dans ces grands cabas, la collection d'un grand-père. Seule une partie est retenue pour être vendue aux enchères, 300 à 500 € pour la mise à prix, mais l'important est ailleurs. On croit toujours qu'on détient des trésors, mais en fait, ça n'a pas des grandes valeurs. C'est plus par respect de mon grand-père et que ça ne se perd pas dans un grenier qu'on fait un peu ça, et voilà. Peu de valeur, pas toujours. Philatéliste depuis 40 ans, Daniel Bérou se déplace de ville en ville pour dénicher des perles rares endormies dans les greniers ou les vieilles bibliothèques. J'ai vu souvent des gens paniquer, voilà, lors de successions, qui ont fait des débarras ou qui ont mis ça qui ont appelé des brocanteurs pour se débarrasser des collections de timbres et qui valaient 20 000, 30 000, même 50 000 ou 100 000 €. C'est quand même incroyable. Ces estimations itinérantes sont gratuites et les collections les plus précieuses seront vendues aux enchères à Paris. Les experts touchent une commission de 25% sur leur prix, de quoi rentabiliser le déplacement en cas de belles trouvailles. En faisant ce genre d'événement, on crée le moment. Les gens peuvent venir et ça leur donne l'envie de se dire bon c'est maintenant, allez-y, on le fait. Voilà. Et la plupart du temps, c'est là où on découvre les petites pépites, les petits trésors ou les grandes histoires de famille, quoi. Alors, avant de jeter, une petite expertise vaut mieux que de grands regrets. Et lui, il a attaqué par... Voilà pour l'actualité régionale. À 20h40, ne manquez pas sur Noah l'émission Popex, consacrée ce soir aux sorcières, une influence de l'ombre, mais qui a marqué et marque encore profondément le territoire et ses habitants. Pour l'heure, l'information continue avec l'actualité nationale et internationale. 2 jours après la dissolution de l'Assemblée nationale et la convocation de législatives anticipées, les tensions culminent dans tous les partis politiques à droite. Après l'annonce d'Éric Ciotti favorable à une alliance avec le RN, c'est le cataclysme, une décision qui ne fait pas l'unanimité. Loin de là, Caroline Mott, Jeanne Assouli et Thierry Curtet. Personne ne pensait qu'il allait franchir le pas. N'a jamais une alliance avec le Rassemblement national, avec ses candidats, une alliance à droite, avec tous ceux qui se retrouvent dans des idées droites, dans des valeurs de droite. Le président des Républicains choisit donc de s'allier avec le Rassemblement national. Quelques instants plus tard, devant le siège de son parti, il est interrompu par l'écologiste Sandrine Rousseau. Honteuse des insoumis. Honte à oui. Vous ne méritez pas le nom qui est inscrit sur votre façade. Pour une majorité de cadres LR, c'est un cataclysme. Certains le soupçonnent de servir son destin personnel, quand d'autres l'accusent de trahison. Il nous a menti. Je pense que c'est une double faute. À la fois sur le fond
et dans la manière. Je crois à la politique qui est faite dans la clarté, en défendant ses idées. Parfois on convainc, parfois on ne convainc pas, mais on ne trahit jamais. Dans une tribune au Figaro, Gérard Larcher, Valérie Pécresse ou encore François Baroin revendiquent l'indépendance des Républicains. Ils considèrent que la position exprimée par Éric Ciotti est une impasse et n'engage que lui. Dans les rues de Nice, certains électeurs regrettent cette alliance avec l'extrême droite. Déçu parce que je pensais que quand on a une ligne, il faut la tenir et que je regrette fort qu'il le fasse. Mais d'autres s'en réjouissent. J'applaudis M. Ciotti d'avoir su surfer sur une vague qui, de toute façon, est inévitable. De son côté, Marine Le Pen salue un choix courageux. Et devant le siège du Rassemblement national, ils sont plusieurs à se frotter les mains. Nous accueillerons tous ceux qui veulent venir travailler avec nous et ils sont, je peux vous dire, nombreux. Nos téléphones chauffent beaucoup. En pactisant avec l'extrême droite, Éric Ciotti a brisé un tabou historique. Ce soir, nombreux sont ceux qui l'appellent à démissionner de la présidence de son parti. Et à gauche, y aura-t-il une union entre les différents partis, comme cela a été annoncé hier soir? PS, écologistes, France Insoumise et communistes, ce Front populaire souhaite présenter des candidatures communes dans chaque circonscription. Mais comme il y a 2 ans, avec la création de la NUPES, les négociations sont difficiles. Serge Séminault, Béatrice Gelot et Élodie Delevoye. Ces images de mai 2022 étaient inenvisageables quelques semaines avant, en pleine bataille présidentielle. La bataille fut rude, mais ils avaient réussi l'union, baptisée la NUPES, avec un candidat à Matignon légèrement autoproclamé. Hier soir, retour vers le futur, après une campagne européenne sans merci entre partis de gauche. La fumée blanche est de retour. Cette fois, il est question du nouveau Front populaire. C'est une première étape et nous allons continuer à travailler dans les prochaines heures pour faire en sorte d'être prêts dès les prochains jours parce que la bataille, elle va commencer vite. Comme base d'accord, ce communiqué, dans chaque circonscription, nous voulons soutenir des candidatures uniques dès le premier tour. Cela se discute actuellement, comme le confirme ce négociateur du Parti socialiste. Nous sommes à ce stade dans l'identification partout sur le territoire national de ce qui pourrait être les meilleurs candidats dans les meilleurs endroits. Il y a 2 ans, le point de départ imposé par la France Insoumise était le suivant. Autour de 360 circonscriptions pour LFI, 100 pour les Verts, 70 pour le PS, 50 pour le PC. Mais ce leadership d'alors est contesté aujourd'hui par Raphaël Glucksmann. D'abord, je le dis en tant que tête de liste qui a été nettement en tête à gauche. Eh bien, il faut un cap clair. On ne va pas refaire la NUPES, là. Pas de NUPES, mais l'accord Front populaire y ressemble beaucoup, avec une question qui reste en suspens, l'incarnation de l'alliance en cas de victoire. Hier, l'option Laurent Berger proposée par Raphaël Glucksmann n'a pas passé la nuit. Jean-Luc Mélenchon surveille en coulisses et François Ruffin avance à pas feutrés. Et ces élections législatives auront lieu les dimanches 30 juin et 7 juillet. Un scrutin qui tombe au début des vacances scolaires. Alors comment faire si vous avez prévu de partir? Eh bien, il est toujours possible de voter par procuration. Le gouvernement veut même faciliter les démarches. Mode d'emploi avec Nora Boubetra, Adelina Paris et Éloi Martin. L'annonce par le président de législatives anticipées a surpris les Français. Beaucoup seront en congé lors du 2e tour le 7 juillet, début des vacances scolaires. Alors, il a fallu s'organiser. J'ai déjà trouvé à qui donner les procurations pour les 2 tours. Et après, j'ai regardé sur le site du gouvernement, c'est assez simple à faire. J'ai fait la procuration sur Internet en 30 secondes et il y a juste à se déplacer à la gendarmerie pour son identité. Mais franchement, ça m'a pris 2 secondes. Hier, j'ai fait la procuration sur Internet, donc c'était assez simple. Et il précisait bien qu'après, il fallait aller au commissariat pour attester avec une pièce d'identité. Petit rappel des démarches, si vous êtes absent le jour des élections, vous pouvez en effet donner procuration à une autre personne. La demande doit être effectuée soit en ligne sur le site Ma Procuration, soit via un formulaire papier sur lequel vous devez renseigner les informations sur la personne qui votera à votre place. Il vous faudra ensuite vous rendre en personne au commissariat ou à la gendarmerie avec une pièce d'identité. Le mandataire doit être âgé de plus de 18 ans, être de nationalité française et être inscrit sur les listes électorales. Il devra se rendre dans votre bureau de vote. Hier, le ministre de l'Intérieur a annoncé avoir mobilisé les préfets pour organiser au mieux ces 2 scrutins. Et je vais donner une instruction à tous les policiers et les gendarmes d'accueillir le mieux possible. Je sais qu'il y a parfois eu des difficultés lors du premier tour, lors de l'élection européenne.
À noter que pour ces législatives anticipées, il n'y aura pas de procuration entièrement dématérialisée, comme ce fut le cas pour les élections européennes. La campagne pour les législatives est donc lancée. Parmi les sujets sur la table, la question des retraites revient dans l'actualité. Un an après la réforme, le système plonge à nouveau dans le rouge. Selon le Conseil d'orientation des retraites, il le resterait même jusqu'en 2070. Alors le RN comme LFI veulent annuler l'âge de départ à 64 ans adopté l'an dernier. Les détails avec David Bohéry, Martin Marini et Sylvain Guillaume. C'était il y a un peu plus d'un an dans l'hémicycle. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution... La réforme des retraites est adoptée sous les huées des oppositions. Mais depuis, les comptes ont replongé. 5,8 milliards d'euros de déficit cette année. Et selon les derniers calculs du Conseil d'orientation des retraites, cela pourrait durer au moins jusqu'en 2030. En cause, une croissance économique moins forte que prévu et surtout la revalorisation de la retraite de base, plus 5,3%, soit une dépense supplémentaire de 14 milliards d'euros cette année. Les retraites ont beaucoup augmenté en début d'année 2024 pour compenser la perte de pouvoir d'achat de 2023. Mais forcément, ça fait une marge d'escalier sur 2024. Et donc, la conséquence, effectivement, c'est qu'il y a un déficit un peu plus fort que ce qui était anticipé encore l'année dernière. Un déficit qui place les retraites au cœur de cette campagne express des législatives. Le Rassemblement national envisage de revoir cette réforme, se gardant toutefois de préciser un nouvel âge de départ. Jordan Bardella promet un effort pour les carrières les plus longues. Je souhaite que tous ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans puissent voir le dispositif de carrière longue renforcé et puissent partir avec 40 annuités. Du côté de la majorité, pour l'ancien Premier ministre, abaisser l'âge de départ à la retraite à 60 ou 62 ans serait irresponsable. Je dis aux Françaises et aux Français, peut-être que c'est très beau à entendre, mais 1, ça ne se fera pas, et 2, si ça se faisait, c'est la crise financière assurée. Revenir ou non sur la réforme des retraites, pour former une coalition, les partis de gauche, eux, devront accorder leur violon sur cette question. Et c'est la fin de cette édition. Au programme de votre soirée, un épisode inédit de votre série La Doc et le Veto avec Michel Simès dans le rôle du veto, ça le change. Passez une excellente soirée sur France 3 demain.